Bienvenue dans le podcast Nouvelle Conscience. Nous discuterons ensemble de projets, d'œuvres et d'acteurs vecteurs d'espoir pour l'édification d'un monde plus respectueux du vivant et de soi-même. Je suis Manon Sala et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien intrinsèque entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Je vous invite à me joindre dans ce jeu de pistes afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Marion Dénès au micro de Nouvelle Conscience. Marion est la responsable communication du Relais Jeunes. À l'image de Gandhi, qui partit du nord de l'Inde jusqu'à l'océan Indien, le Relais Jeunes a quitté Paris pour sillonner la France, à la rencontre de celles et ceux qui s'engagent pour plus de démocratie, de solidarité et d'écologie. Pendant 3 mois et demi, l'équipe du Relais et ses relayeurs ont parcouru plus de 3000 km à pied ou à vélo. Ils et elles souhaitaient ainsi donner plus de visibilité à ces luttes, en soulignant leur interdépendance et leur extrême nécessité. Marion revient sur ces 3 mois de rencontres et d'apprentissage au cours d'une aventure humaine et engagée. Elle dégage une énergie positive qui suscite l'envie d'agir et pourquoi pas de partir marcher vous aussi avec l'équipe du Relais Jeunes 2. Alors, n'hésitez plus à rejoindre le mouvement et à venir prendre le relais. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Marion Dénès. Bonjour. Bienvenue au micro du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être parmi nous aujourd'hui. Merci à toi. Je suis très contente de te retrouver. Ça fait 2 mois qu'on s'est rencontrés. C'était à Montpellier à la fin du mois d'avril. Vous étiez à l'école Epitech pour proposer des ateliers autour des fresques du climat, de la biodiversité, du numérique. Cet atelier était suivi d'une conférence sur l'éco-anxiété chez les jeunes. Donc, on avait eu l'occasion d'échanger autour du buffet. Voilà, c'était encore en plein dans cette énorme aventure de 3 mois et demi. Marion, en quelques mots, est-ce que tu pourrais nous présenter le Relais Jeunes, s'il te plaît? Notamment, comment est née l'idée du projet? À quelle problématique il répond, ce relais? Alors, du coup, le Relais Jeunes, c'est une grande mobilisation apartisane qui est partie le 20 février de Paris et qui est revenue le 11 juin, à la veille des législatives. Et donc, c'est une mobilisation qui s'est faite entièrement à pied à vélo. Il y a eu 20 villes en France qu'on a traversées. Et en fait, l'idée, c'était vraiment de sensibiliser et mobiliser les jeunesses autour des enjeux de justice sociale, d'écologie et de démocratie. En fait, on est parti du constat que pendant cette période électorale et de manière plus générale, on parlait très peu des sujets qui sont pour nous fondamentaux, que sont donc l'écologie, la justice sociale et les enjeux de démocratie. On en parle peu pendant les élections. Et en fait aussi, on donne peu la parole à la jeunesse. Et pourtant, on a quand même l'impression que c'est bien de notre avenir dont ils sont en train de parler sur des plateaux télé, mais nous, on n'est jamais conviés. Voilà. Et du coup, nous, on avait envie, en fait, de pendant cette période électorale, de proposer quelque chose de nouveau, de donner la parole à cette jeunesse, d'avoir un impact médiatique. Et du coup, on a décidé enfin, c'est un peu le relais, c'est un peu un cri du cœur d'une jeunesse non entendue. Et du coup, c'est pour ça, on a décidé, au lieu de rester les fesses sur notre canapé à regarder des débats stériles à la télé, de prendre nos vélos, de se mobiliser et voilà, de créer une nouvelle forme de mobilisation et de montrer que la jeunesse est là, la jeunesse se bouge et la jeunesse est consciente des enjeux de demain. Voilà. D'accord. Et ce projet est né, donc pour te dire, c'est Sacha, donc le fondateur du Relais Jeunes, qui a pensé initialement, ça fait plusieurs années en fait qu'il y pense. Lui, il était
engagé, ça fait longtemps qu'il fait du militantisme, il était engagé sur les bateaux de Sea Shepherd initialement, et il lisait la biographie de Gandhi, la marche du zèle, des choses comme ça. Et en fait, il a dit ouais, moi cette forme de militantisme me plaît, j'aimerais organiser quelque chose comme ça. Et en fait, donc ça faisait des années qu'il y pensait. Il est venu à l'Académie du climat à Paris, qui est un lieu en fait qui est aujourd'hui un lieu où avant les associations n'avaient pas forcément de locaux. Et aujourd'hui, on se retrouve tous à l'Académie du climat, qui est un lieu de coworking avec une buvette, en bref, pour créer de la synergie entre ces assos. Et donc, il est venu là-bas, un peu au culot, proposer son projet un peu fou de relais. Et en fait, il y a plein de personnes de différentes assos qui ont dit moi, je veux bien, je suis chaude de donner de mon temps pour organiser ce projet-là. Et donc, en fait, petit à petit, personne par personne, ce projet a pris forme jusqu'à partir le 20 février de Paris. Waouh, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment parti d'une personne qui a réussi à agglomérer autour d'elle, en fait, des forces vives, des talents différents, dont toi, finalement, puisque toi, tu faisais partie de l'équipe organisatrice. Qu'est-ce qui t'a motivé, en fait? Comment il t'a convaincu? Alors, moi, c'est un peu particulier parce que du coup, donc moi, je n'étais pas du tout issue de tout ce tissu associatif militant, écologiste parisien. Moi, en fait, je suis graphiste de formation. J'étais auto-entrepreneuse et j'avais eu l'occasion de travailler avec Lou, donc une autre personne qui a cofondé le Relais Jeunes. J'avais eu l'occasion de travailler avec elle sur son association qui s'appelait Déclic, qui fait un peu du plaidoyer. Je ne sais pas si tu connais cette asso, elle fait du plaidoyer. Et elle avait présenté 86 mesures pendant le confinement sur les sujets d'agriculture, d'éducation, voilà. Et donc j'avais travaillé avec elle sur son site internet, donc je la connaissais un petit peu. Et en fait, comme ça, un jour, elle a mis sur Instagram une annonce comme quoi elle s'engageait sur ce projet qui était le Relais Jeunes. Il cherchait une chargée de communication. Et donc voilà, j'ai répondu en fait à cette offre un peu d'emploi. Et donc, c'est comme ça. Après, j'ai passé un entretien au téléphone. Ça a vachement bien matché avec Sacha, Lou, que je connaissais déjà. Et après, j'ai décidé de m'engager. Et en fait, moi, ça m'a vachement parlé parce que moi, je cherchais une vraie expérience de militantisme. Et le Relais Jeunes, c'est ma première. C'est-à-dire qu'avant ça, j'avais fait un service civique dans une association dans le social plusieurs années auparavant, mais je m'étais jamais vraiment engagée dans une asso. Or, je commençais à être vachement sensibilisée à tous ces sujets-là. J'ai regardé beaucoup de documentaires, j'ai lu beaucoup de livres, j'en discutais dans mon quotidien. Ça prenait une place très importante, mais j'avais jamais vraiment agi. Et du coup, ça c'était une super aventure parce que déjà, donc c'était une expérience militante, et en plus la forme que ça avait, c'est-à-dire un peu défi sportif, aventure humaine, ça m'a vachement parlé parce que je suis quelqu'un qui vadrouille pas mal et du coup voilà, tous les feux étaient un peu ouverts et en fait je me suis dit cette aventure là elle me parle trop et j'ai l'impression que c'est là où est ma place et du coup et c'est là qu'elle l'était parce que voilà, du coup je me suis engagée sur 3 mois et demi d'aventure, mais j'avais déjà commencé à travailler avec le Relais un mois auparavant, donc ça fait 4-5 mois de travail. Ouais. Et ce qui est impressionnant aussi, ça on en avait discuté quand on était autour du buffet, donc vous avez parcouru plus de 3000 kilomètres à pied et à vélo. Et en fait, tu me disais que vous n'avez pas forcément eu de préparation sportive avant. Donc selon toi, comment est apparue cette énergie, cette capacité à pédaler, à marcher? Moi, je vous ai vraiment suivi tout au long de l'aventure et bon, voilà, on voyait que parfois c'était fatigant, mais l'énergie était là, vous êtes allé jusqu'au bout, vous avez parcouru toute la France. Donc, comment expliquer cette capacité à tout d'un coup trouver toutes ces ressources? Alors, ça, c'est une très bonne question. Je pense qu'il y a 2 réponses. Déjà, se dépasser, je ne sais pas si tu l'as déjà fait, mais donc pour une cause, c'est comme, je sais pas, par exemple les marathons pour lutter contre le cancer du sein. Enfin, il y a quelque chose, par exemple, qui va venir te transcender, te pousser à dépasser parce que la cause pour laquelle tu te bouges est bien plus grande. Et quand tu crois fondamentalement à l'urgence écologique, quand tu crois qu'on traverse une crise sociale, une crise démocratique, alors je sais pas, tu as une énergie qui te vient, qui te dépasse toi, ta petite personne, et qui te pousse à te transcender. Donc déjà, je dirais donc un petit peu pour la cause. Et ensuite,
Et ça, pour moi, c'est fondamental. C'est cette aventure humaine. En fait, tous ces gens, on se bouge ensemble. On était une équipe. On est 10 dans la team organisatrice qui partageons les mêmes valeurs, qui partageons les mêmes préoccupations. On s'est super bien entendu. Ça aurait pu se passer différemment. En l'occurrence, non, on a une super équipe. Donc, on s'est tous tirés vers le haut. Et ce qui est très bien quand tu fais des projets à plusieurs, c'est que forcément, quand on a un qui faiblit, l'autre prend le relais, sans mauvais jeu de mots. Et petit à petit, on se pousse à aller plus loin ensemble. Donc ça, c'est super. Et puis surtout, on avait aussi, donc, sur chaque étape, quelque chose que j'ai pas forcément dit, on a invité des personnes à venir nous rejoindre, donc des relayeurs et des relayeuses. Donc, sur chaque étape, on avait entre 5 et 20, 30 personnes qui venaient nous rejoindre en plus de l'équipe. Et ça a fait une bonne énergie aussi. Voilà. Ouais. On est vraiment un groupe, on se bouge ensemble et voilà, cette énergie du collectif aussi qui te pousse à te transcender, ça, c'est super important. Et donc, pour être tout à fait honnête, parce que voilà, l'heure est à l'honnêteté, nous, dans l'équipe, on n'a pas fait les 3000 kilomètres. C'est-à-dire que dans l'équipe organisatrice, on se relayait aussi. C'est-à-dire qu'il y avait, on a fait on faisait entre 3 et 4 jours de vélo, de marche par semaine, ce qui est déjà pas mal. Mais voilà, on avait quand même des pauses entre chaque session. C'était une partie de l'équipe qui prenait le relais. Puis après, voilà, on alternait comme ça. Donc, on n'a pas fait les 3000 kilomètres. Par contre, il y a des relayeurs et des relayeuses qui, à chaque fois qu'ils venaient sur l'étape, eux, par contre, faisaient l'étape entière. C'est-à-dire chaque jour, qu'il pleut, qu'il neige, qu'il vente, voilà. Ouais, parce que vous êtes partis en plein mois de février, vous êtes passé par Grenoble, donc là, il y a eu pas mal d'épisodes de neige dans mes souvenirs. C'est clair. Lyon, et puis de la pluie aussi, enfin voilà, pas mal de péripéties. Est-ce que vous avez eu l'impact que vous désiriez? Donc, donc le but, c'était d'aller directement à la rencontre d'initiatives locales engagées pour la démocratie, la justice sociale, climatique. Est-ce que vous y a eu une mobilisation telle que vous l'attendiez? Est-ce qu'il y a eu moins de jeunes que prévu qui ont répondu à l'appel ou même plus? Comment vous avez ressenti ce projet en le vivant par rapport à tout ce que vous aviez imaginé? Ouais, très bonne question. On était partis avec des objectifs qui étaient complètement délirants pour un bébé projet comme le nôtre. Donc forcément, si on n'a pas rempli nos objectifs en termes de quantité, en fait. Voilà. On a plus fait du qualitatif que du quantitatif. Et en fait, on s'est rendu compte au fur et à mesure du projet que c'était OK et que c'était très bien aussi. Donc, nous, on n'a pas eu la mobilisation espérée. En termes d'enjeux médiatiques, on trouve qu'on a quand même eu une petite présence. Faut dire que l'actualité était quand même bouchée. C'est sûr que quand on fait un projet en pleine élection, nous, c'est pour ça qu'on est partis. À la base, c'était aussi pour s'inscrire dans ce temps d'élection présidentielle et législative. Bon, ça veut dire aussi que les médias sont pas mal occupés avec d'autres sujets et ont leur emploi du temps assez chargé. Donc forcément, on a un petit peu galéré, mais on a quand même eu une petite présence médiatique. On est passé sur Arte, sur France Inter, en tout sur plus d'une trentaine de médias locaux et nationaux. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, au niveau de la mobilisation des relayeurs, c'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de gens. Après, pareil, c'était un projet qui démarrait et du coup, on n'avait pas tout de suite pris la mesure de... en fait, c'est vrai que la jeunesse pas forcément en vacances tout le temps. Donc, en fait, c'était compliqué pour elle de nous rejoindre sur une étape parfois. Donc, ce qui a fait qu'au début, il y avait très peu de relayeurs. Et sur la fin, on a vraiment vu, les gens revenaient, surtout d'une étape à l'autre. Ça, c'était super cool. C'est que sur la dernière étape, par exemple, Fontainebleau-Paris, on a eu que des personnes qui avaient déjà été là sur au moins une étape dans le relais. Ah ouais, okay. Donc ça, c'était super important parce que ça veut dire que voilà, cette aventure leur a apporté quelque chose, que ça leur a donné envie de revenir, de se réengager physiquement, mentalement sur cette aventure. Et du coup, pour nous, ça, c'est des vraies victoires. Donc, c'est sûr qu'en termes de nombre, c'était peut-être pas à la hauteur de nos espérances. Et encore maintenant, on est OK avec ça et on trouve que c'est une vraie victoire. Par contre, qualitativement parlant, je pense qu'on n'a pas à rougir de cette aventure et je pense qu'elle a eu le nombre qu'elle a eu, l'impact qu'elle a eu, mais elle était là.
Et surtout, voilà, il y a peut-être un relais jeune 2 en préparation pour l'année prochaine. Oui. Et du coup, voilà, je pense que toutes les erreurs que nous, on a faites, ils les referont plus. Ils seront dans une autre temporalité aussi. Et du coup, et puis ils partiront aussi. Nous, on est partis de zéro. Oui. De rien en fait, il y avait rien de fait, il y avait tout à faire et eux ils partiront pas d'une page vierge, donc on espère que même tu vois pour l'enjeu de mobilisation, alors bah voilà, il y a plein de personnes qui n'avaient pas pu se joindre à l'aventure parce qu'en fait ils ont été au courant trop tard que cette aventure avait lieu. Bon bah là maintenant ils sont au courant et donc peut-être qu'ils se mobiliseront sur le relais 2. En tout cas c'est ce qu'on souhaite, mais ouais, globalement c'est ça. Oui, ben oui, c'est quand tu parlais de qualité. Ben je vous ai suivi du coup une journée, mais donc lors de cet événement et vraiment, je pense qu'en effet la qualité de présence était là. Enfin, moi j'étais impressionnée. Vous veniez de faire, je sais pas combien de dizaines de kilomètres et vous étiez disponible pour accueillir les personnes avec donc les participants à l'événement avec toutes leurs interrogations. Enfin, c'est très demandeur en énergie, à la fois physique, mentale. Donc oui, enfin je pense que c'est un pari gagné en tout cas. Est-ce que on est allé jusqu'au bout. Ouais. L'objectif numéro 1 était de finir le tour et on l'a fait, donc c'est déjà ça c'est rendu. Et est-ce que vous vous êtes senti entendu par les institutions publiques, par exemple? Tu parlais de médias, donc une trentaine qui ont relayé l'aventure. J'ai vu également que vous aviez une cinquantaine de partenariats, donc ça veut dire que quand même il y avait des assos, des fondations qui étaient intéressées, qui croyaient en vous. Est-ce que vous pensez que vous avez été écoutés quand même, que ça a laissé un impact je sais pas, au niveau politique peut-être, vous avez formé des députés là récemment, ou même au niveau voilà associatif? D'un point de vue politique, on est un... Je pense que tu connais le résultat des élections présidentielles, tu connais le résultat des élections législatives. Est-ce que c'est un échec pour autant? Non, on a été un grain de sable. On est une initiative parmi tant d'autres, mais qui font masse en fait, qui font bloc. Et nous tous en fait, toutes les assos, avec toutes leurs formes de militation, quelles qu'elles soient, participent à faire émerger au niveau de la politique ces partis qui sont à la fois qui prennent en compte les enjeux sociaux, écologiques et démocratiques. Tu vois, avec la NUP, c'est quand même ce qu'on demandait, tu vois, qu'il y ait vraiment une union des gauches et des partis écolos et parce qu'on estime que tout ça, toutes ces logiques partisanes, en fait, desservent le propos et quand on croit à cette urgence, alors on discute, on met nos différents côtés pour en fait plutôt se focaliser sur tout ce qui nous rapproche et non pas tout ce qui nous divise. Donc voilà, cette union qui est née pendant les législatives, elle nous donne de l'espoir. Elle n'est pas passée, elle passera, on l'espère, pour les prochaines. Et en attendant, voilà, nous ce qu'on veut, c'est montrer aussi que c'est ce qu'on disait dans notre manifeste, donc qui est donc le manifeste du relais jeune, qu'on s'est passé de main en main entre citoyens, politiques, jeunes engagés, scientifiques. Ce qu'on écrit dans ce manifeste, c'est que même si ça en fait partie, être citoyen ne se résume pas à voter une fois tous les 5 ans. Et c'est ce qu'on essaye de montrer, c'est que voilà, ce temps électoral et législatif est passé, que ça s'est pas vraiment passé comme on l'aurait souhaité, mais c'est comme ça, et que nous, on va continuer à se bouger. Je pense que tu as vu là ce qui se passe, que ce soit les associations comme Dernière Rénovation. On a une forme de militantisme qui commence un petit peu à se radicaliser, qui n'attend plus, en fait, et qui prend les devants et qui bloque et qui voilà. Et nous, on a vachement appris ça avec le relais. Je pense qu'on s'est tous un petit peu aussi radicalisés pareil. On a tous envie de faire des actions qui ont du sens et qui bloquent concrètement à l'instant T pour que là, pendant 5 ans, on va pas les lâcher, en fait. Voilà, pour montrer que la jeunesse est là, que les assos sont là, qu'on ait un contre-pouvoir, en fait, qui s'organise et qu'on n'attend pas après ces institutions. Voilà, et je pense que toutes les assos partagent ce ressenti.
Et voilà, je pense qu'ensemble, on est une force immense. On est un troisième bloc qui a du mal à émerger politiquement parlant, mais en tout cas, on est bien là sur le terrain et bien présent. Oui. Mhm. Et justement, là, pour l'évolution, la transformation du relais jeune, tu parlais peut-être d'une deuxième édition. Mm. Voilà, vous accompagnez des initiatives locales toujours cet été. Vous étiez auprès du mouvement Le Soulèvement de la Terre, récemment contre un projet Ouais. de méga bassine de retenue d'eau à la Clusa. Ouais. Comment vous envisagez la suite de l'aventure? Comment ça se passe pour un retour à la maison pour chacun et chacune d'entre vous? Ouais. Bah déjà, ouais, je te remercie pour ta question. C'est hyper important. Là, tu parlais de lutte locale à l'instant et j'aimerais un peu revenir dessus parce que les luttes locales, c'est vraiment quelque chose qui nous a accompagnés sur tout le projet et qu'on n'avait pas vu venir. C'est-à-dire qu'on n'était pas venu initialement dans une optique de s'inscrire dans les luttes locales. En effet, nous, on était venus pour, comme tu le disais, en gros, en dehors des villes, on était un peu à la rencontre de ceux qui font déjà autrement sur le terrain. Et dans les villes, on accompagnait des associations sur des actions, sur des voilà, pareil, pour voir ce qu'ils font autrement dans les villes, mais on n'avait pas cette notion de lutte locale, on l'avait pas senti venir en fait. Et au début, on est allé donc à Rouen en fait. Le déclic, je pense, ça a été à Rouen. On a participé on a organisé une conférence sur les risques industriels et la marginalisation citoyenne suite aux incidents de Lubrizol qu'il y a eu. Et donc on a rencontré Simon de Carvalho, qui est le président des sinistrés de Lubrizol, de l'ASSO, et Stécie Algrin, qui, elle, vient plutôt de Fos-sur-Mer, qui a vécu là-bas. Et en fait, on s'est rendu compte que ouais, là, il y avait un vrai souci, que c'était en fait que ces luttes locales mettent en avant à chaque fois. C'est un petit peu le même squelette. Il y a toujours une aberration écologique, une crise sociale et un déni démocratique en fait, et qu'à chaque fois ça se reproduit comme ça. Et donc là, ça a été le cas à Lubrizol, c'est le cas à Fos-sur-Mer avec toute la pollution qu'il y a. Et en fait, on a essayé d'intégrer donc des luttes locales, donc grâce à deux associations que sont Terre de lutte et les Soulèvements de la Terre, avec qui on a dialogué, et on a essayé sur notre chemin d'intégrer de plus en plus de luttes locales parce que pour nous, ça faisait vraiment sens, parce que c'est des actions directes, concrètes, avec de l'humain, et que souvent la jeunesse n'est pas forcément, tu vois, est engagée sur des problématiques plus globales, mais ne donne pas forcément son soutien parce que je pense que la jeunesse, elle bouge de l'endroit où elle habite, tu vois, et ce n'était pas forcément le cas de nos parents et nos grands-parents, mais voilà, nous maintenant on bouge, et du coup on est moins rattachés à la terre et aux problématiques de chez nous, et on se dit que voilà, que là n'est pas notre place, que nous, notre place, c'est sur des enjeux qui sont plus gros. Mais en fait, c'est vachement intéressant, les luttes locales, pour ça. Ils ont énormément besoin de jeunes parce que ça leur apporte un vrai renouveau. C'est souvent des personnes qui luttent depuis des années. On a rencontré Jean-Luc à l'Escout pour la ferme-usine, le blocage de la ferme-usine, qui lutte depuis 50 ans. Et il était hyper content de savoir que la jeunesse, tu vois, prenait le relais et prenait conscience de ces enjeux. Donc ça, c'était super important. Donc ça, c'est sûr que les luttes locales, c'est quelque chose que nous, on va continuer à faire en dehors du relais, à titre individuel pour l'instant, mais qui sait, on se pose la question de monter une structure associative pour que, en fait, au lieu d'être Marion Dénès qui va sur un endroit pour apporter son soutien, on soit un groupe. Voilà, je ne peux pas t'en dire plus pour l'instant parce que c'est en processus de co-construction, mais qu'on y aille en tant que groupe. Et l'idée aussi, c'est de créer ce groupe-là et de partager ensuite, voilà, il y a telle lutte locale à cet endroit-là, ce week-end, et qu'en fait, on y aille aussi à plusieurs. Parce qu'y aller tout seul, parfois, ça fait des frais. C'est pas forcément hyper motivant quand tu es tout seul, tu connais pas forcément les gens, tu peux être voilà, mais si on y va à 3, 4, 5 avec entre l'équipe organisatrice initialement et les relayeurs qui seront en fait qu'une seule et même groupe, et du coup on pourra apporter notre soutien. Donc c'est super cool. Donc ça, c'est une des pistes de l'après-relais. Il y a un documentaire aussi qui va avoir le jour. Donc un documentaire, on a été donc filmé pendant tout le projet par un vidéaste, et donc l'idée, c'est de faire un long métrage, non pas sur l'aventure du relais jeune à proprement parler, mais bien sûr des parcours d'engagement au sein du relais, c'est-à-dire comment chacun
et arriver avec des idées, arriver avec des angoisses et arriver avec sa personne et comment elle est repartie et comment elle évolue et un peu sur ça, donc sur ce parcours d'engagement, le cri d'une jeunesse un peu qui ne se sent pas représentée, donc c'est un peu D'accord. Et du coup qui devrait, on l'espère, voir le jour dans 1 an, quelque chose comme ça. Bon, je m'avance un peu, on verra. Et après, l'idée, c'est aussi de partir de ce support-là pour ensuite pouvoir peut-être en discuter dans des écoles. Oui. Tu vois, on croit aussi beaucoup, enfin moi, je crois énormément au pouvoir de l'éducation. Pour moi, l'éducation, c'est à la base de tout. Et c'est via l'éducation qu'après, on forme les citoyens de demain qui pourront être plus conscients des problématiques écologiques, sociales et démocratiques. Donc, pour moi, l'éducation, c'est un peu le pilier. Et du coup, c'est vrai que de pouvoir se servir de ce film-là pour après créer des espaces de discussion, ce serait super intéressant pour nous. Et on va, voilà. Mais en attendant le documentaire, on sera aussi présent sur pas mal de festivals cet été, à la rentrée, pour parler du Relais Jeunes, continuer à parler de cette aventure et donc de la faire perdurer dans le temps. Et la dernière piste, donc c'est ce Relais 2, qui ne sera pas organisé par nous. L'équipe organisatrice prend sa retraite. Je pense que c'est un projet qui se fait une fois. Ouais. Comme tu as dit, c'est tellement un investissement physique et mental tellement important. C'est pas vraiment duplicable. Alors bien évidemment qu'on reviendra en tant que relayeur, ça c'est sûr. Mais voilà, on passe le relais à une autre équipe qui est en train de se monter. Du coup, voilà, d'ailleurs, j'invite donc les personnes qui écouteront ce podcast, si vous voulez participer à un deuxième relais jeune, vous allez sur l'Instagram du relais. Vous nous envoyez un DM et on vous répondra. C'est une équipe qui est en train de se construire. C'est un projet qui va être nouveau. Est-ce qu'ils vont repartir sur nous, on avait plutôt des problématiques qui étaient très larges. On a abordé énormément de sujets. Ça nous a permis d'un petit peu tout voir, mais pas forcément aller en profondeur dans tous les sujets. Est-ce que le relais 2 sera peut-être plus focalisé sur un sujet? Peut-être, je ne sais pas du tout. Oui. Mais voilà. Mais en tout cas, un relais 2 est en préparation pour l'année prochaine. Voilà. Super, donc j'invite tous les auditeurs et auditrices motivés à rejoindre cette initiative. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'il partira à peu près pour qu'on ait un peu un ordre d'idée Je peux pas vous dire. Pareil, le timing est en discussion. Est-ce que nous, on se posait la question, est-ce que c'était une bonne idée? Nous, on voulait s'inscrire dans cette temporalité. Donc, on voulait arriver à la veille des législatives. Il fallait qu'on parte à ce moment-là. Il n'y avait pas le choix. Est-ce que là, vu qu'il n'y a plus ces impératifs-là, est-ce que du coup, ils partiront un petit peu plus tard pour avoir un petit peu plus d'été, un peu moins d'hiver, pourquoi pas, ou alors justement partir beaucoup plus tard pour être vraiment dans une période de vacances. En fait, tout dépendra aussi de quelle sera leur cible. Est-ce qu'ils veulent toujours toucher des jeunes? Auquel cas, alors oui, pendant les vacances scolaires, ça pourrait être une bonne idée. Est-ce que non, au contraire, leur cible sera autre? Est-ce qu'ils seront plus focalisés sur avoir un impact sur médiatique et politique? Auquel cas, bon voilà, on n'est pas sur les mêmes agendas. Donc, en fait, ça, c'est à voir. Probablement que ce sera pas avant février de l'année prochaine. D'accord. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais en tout cas, voilà, faut vraiment. On mettra des informations. L'Instagram du relais sera moins actif forcément, mais continuera à l'être un petit peu pour faire passer ces nouvelles informations. Donc pendant ce temps de passation, et ensuite après, bien sûr, sera très actif à partir du départ et même pour la préparation. Voilà. Oui. Ben, c'est toi, non, qui anime l'Instagram, le site internet, en tant que graphiste. En partie, oui. Je fais les visuels, je fais beaucoup les visuels. Voilà, on était tous dans le relais, on avait tous des pôles. Voilà, il y avait le pôle logistique très important, pour dire un petit peu comme ça aux gens sur les différentes missions qu'il peut y avoir. Donc la logistique qui est chargée de trouver les hébergements, de faire tous les trajets, de s'assurer que les trajets étaient faisables en vélo ou à pied. Un petit peu gérer aussi la vie de groupe. Tu vois, on avait Vianney qui a beaucoup mis en place des pratiques d'intelligence collective, de la communication bienveillante, qui est un peu le fondement d'un projet qui marche. Donc ça, c'était le pôle logistique qui s'en occupait. Il y avait le pôle événementiel, plutôt chargé donc d'être en lien, donc partenariat événementiel, chercher des partenaires, faire des projets avec les assos sur le terrain. Voilà, organiser toute la programmation des villes et entre les villes.
Et il y avait donc le pôle communication, donc là, site internet, vidéo, graphisme, voilà, super important aussi pour donner de l'ampleur à ce projet-là. Donc ça, c'était pas mal les 3 pôles, avec après, bien sûr, des missions sur le financement d'un projet comme ça. Oui. Enfin, voilà. Ouais. Plus aussi la co-direction. Enfin, Sacha, il était le fondateur. Là, bon, après, vous étiez tous C'était très horizontal, ouais. Voilà. Nous, on rigole parce que c'est El Fondateur, parce que voilà, c'était son idée initialement. Oui. Après, dans le quotidien, on a vraiment pratiqué la gouvernance horizontale par pôle. Il n'y avait pas de chef. Voilà, nous on a pris cette décision-là. Après, on n'est pas contre. Enfin voilà, il y a aucun. Nous, on l'a fait comme ça. On sait que ça a marché. Peut-être qu'avec d'autres équipes, ça marcherait moins. Ça a à voir. Après, selon aussi, l'idée, c'est que chaque personne du relais a vraiment pu mettre la couleur de ce qu'il voulait voir dans ce relais-là. C'était la beauté aussi d'un projet qui débute, c'est que du coup, tu pars d'une page blanche et en fait, ce projet a été conçu par toutes les personnes qui ont pris part. Ça, c'est hyper important. Là, voilà, le relais 2 partira d'une base. Elle pourra décider de s'en détacher ou pas. Mais pareil, l'idée, c'est vraiment sur un projet comme ça, il faut pouvoir mettre de soi-même dans ce projet-là, quoi. Bien sûr. C'est la richesse de ça, et c'est ce qui nous a beaucoup appris, au-delà de tout ce qu'on a appris sur le terrain, sur les problématiques, c'est super important. Ça nous a vraiment enrichi. On a pu prendre ce que je te disais, quoi. On sait qu'aujourd'hui, on est vraiment sur une triple crise sociale, écologique et démocratique qui s'alimentent les unes les autres. C'était très parlant sur le terrain. Mais on a aussi beaucoup appris les uns les autres, notamment, par exemple, tu vois, sur toute la dernière semaine, enfin les 2 dernières semaines du relais, on a fait on a parlé donc à Rennes de véganisme, de bien-être animal, et en fait, après, on a fait un défi vegan pendant 10 jours. Wow. Et l'idée, c'était à la fois de montrer à quel point ça pouvait être simple que de manger vegan, mais aussi de se rendre compte de combien ça pouvait coûter aussi, tu vois. Donc voilà, c'était un peu d'avoir un aperçu global de tout ça. On a fait des ciné-projections, voilà, et qui nous a... Enfin, moi, ça m'a retourné, et on a retourné beaucoup dans l'équipe. Donc, il y avait 2 véganes initialement, et aujourd'hui, sur l'équipe, il y en a peut-être 6, 7 qui sont véganes. Parce qu'en fait, et c'est aussi l'apprentissage des uns des autres, avec les sujets qui leur tiennent à cœur, qui fait que toi-même, tu peux progresser vachement rapidement, en fait, sur des problématiques. Et ça pousse vachement à l'action. Et ça, on l'a beaucoup vu aussi. Donc, faut pas avoir peur de l'entre-soi, en fait, qui parfois peut être aussi très enrichissant. Bien sûr, oui, parce que comme tu le disais, cette crise, elle est multiple, donc finalement, chacun va pouvoir avoir une sensibilité peut-être plus particulière avec une des thématiques de cette crise-là, et donc compléter en termes de connaissances. On peut l'aborder sous le prisme de l'écoféminisme, du véganisme, voilà, de la mobilité douce. Enfin, il y a plein de façons de finalement incarner cette cause et d'en faire la porte-voix autour de ce projet commun. Donc, c'est très riche. Et Marion, est-ce que tu voudrais partager un des temps forts de ce relais jeune? Qu'est-ce qui, pour toi, a été... qu'est-ce qui t'a marqué? Un moment particulier ou une période, un événement? Moi, j'ai tout le temps... c'est vrai que un des souvenirs qui m'a le plus marqué, bon, il y en a eu énormément, tu t'en doutes. Moi, quelque chose qui m'a pris le plus au trip, je crois, c'est quand on est allé à la ZAP de Pertuis. Donc, la ZAP, c'est une ZAD, donc zona des... Là, c'est la ZAP, c'est la zone à patates. D'accord. Donc, c'est globalement la même chose. Donc, c'est vers Pertuis, donc vers Aix-en-Provence. On y est allé un jour. Moi, ça m'a intéressée parce qu'en fait, on a tellement entendu parler des ZAD, tout ce qu'il y a eu autour de Notre-Dame-des-Landes. On est d'ailleurs aussi allé. Et enfin, voilà, il y a eu un moment, c'était très présent dans les médias. Tout le monde y allait de son grain de sel. Tout le monde parlait de la ZAD sans y avoir jamais mis les pieds. Et du coup, je me faisais beaucoup d'images dans ma tête de ce que ça pouvait être et tout ça. Et donc, en fait, juste de le vivre,
ça a été déjà super fort pour moi. Et en fait, je suis arrivée donc dans un endroit qui m'a bouleversée. Déjà parce qu'en fait, on a été reçus par des. Donc, faut savoir que quand on y allait, ça faisait 4 jours que c'était la fin de la trêve hivernale. À partir de la fin de la trêve hivernale, toutes les ZAD peuvent être d'un jour à l'autre démantelées par les forces de l'ordre, parce que voilà, c'est la fin de la trêve hivernale. Et du coup, on était quand même dans ce climat un peu de tension où à tout moment, en fait, ils pouvaient être délogés. Et donc, je m'attendais à ce qu'en fait, nous, en plus, on est resté un jour. Donc, c'est quand même un peu particulier parce que normalement, tu restes plus longtemps. Et surtout dans cette période-là où ils avaient besoin d'aide au cas où les forces de l'ordre allaient arriver. Nous, on est un peu venus comme un cheveu sur la soupe. Donc, j'étais un peu mal à l'aise de cette situation. Et je me suis dit vraiment, s'ils sont pas sympas avec nous, ils auraient raison parce qu'en fait, c'est un peu presque du tourisme un peu bizarre qu'on fait. Oui, et en fait, ils ont vachement pris le temps de nous expliquer le fonctionnement de cet endroit, qui est donc un endroit où il y a des hectares de terres agricoles hyper fertiles qui ont été, qui vont être comment on dit, qui vont être privatisés pour faire un centre commercial géant, un parking, comme d'habitude, toujours les mêmes choses. Et donc, eux, ils défendent ça. Et en fait, leur idée, c'était de dire, on va vous montrer qu'en fait, on peut faire quelque chose sur ce terrain. Ce terrain-là, on peut nourrir les gens. Et du coup, ils ont commencé à planter des patates et il s'avère que les patates poussent très bien là, d'où la zone de patates. Génial! Ils nous ont expliqué tout ça. D'accord. Et voilà, et en fait, le maire, là-dedans, il faut se rendre compte qu'en fait, le maire a des parts dans le centre commercial. Enfin, c'est un énorme conflit d'intérêts. Enfin, bon, bref. Oui. De toute façon, c'est toujours la même chose. C'est vraiment, ça se duplique avec c'est presque angoissant tellement c'est la même chose partout, quoi. Ok. Et du coup, ils nous ont vachement expliqué ça. Ils ont vachement expliqué le fonctionnement. Donc, ils nous expliquaient, les gens dans les arbres. Il y a une team dans les arbres qui s'accroche aux arbres parce qu'en fait, tu mets très longtemps à déloger des personnes qui sont dans des arbres. D'accord. Il y a ceux qui sont au sol, il y a ceux qui vont être donc il y avait des espèces de petits étangs donc qui seront sur l'étang ou au-dessus de l'étang via une tyrolienne. Enfin bon bref. Oh là là. L'idée c'était juste de dire elle sera démantelée cette ZAP, elle va finir par être démantelée, c'est juste de prendre le plus de temps possible, que ça prenne le plus de temps à la police en fait de démanteler ça pour qu'il y ait plus de chances d'avoir des images aussi et qu'il y ait un impact médiatique autour de ça. Ils avaient choisi de ne pas être dans la violence, mais plus dans la non-violence, donc juste pacifiquement s'attacher, choses comme ça. Et du coup, ils nous ont expliqué tout ça, donc c'était hyper riche. Et tu sentais à la fois une espèce de rage un peu du moment, tu vois, de tension, parce que c'était le moment de défendre ce lieu. Donc, une espèce de rage et à la fois une espèce d'émotion, parce qu'en fait, ce qui se passe dans les ZAD, au-delà du territoire à défendre, en fait, là, c'était un vrai modèle de société qu'ils avaient mis en place, comme à Notre-Dame-des-Landes, en fait. Au-delà de ces territoires qu'il faut préserver pour toutes les raisons qu'on connaît, et ces gens luttent pour ça. En fait, ce qu'ils montrent aussi dans les ZAD, c'est qu'en fait, un nouveau modèle de société peut être mis en place. Et du coup, ces personnes-là ont été là-bas depuis des mois et des mois. Et donc, ont appris à vivre ensemble, ont appris à communiquer, ont appris à construire des choses ensemble, à faire société. Et c'était vachement fort. Et donc, tu sentais aussi que, au-delà du démantèlement du potentiel de cette ZAP, en fait, c'est aussi ce modèle de société et cette société qu'ils avaient créée qu'ils allaient démanteler. Donc, il y avait une vraie émotion des uns envers les autres. Donc, nous, on a juste arrivé là-dedans et c'était, tellement fort, tellement d'émotions qui nous ont traversées. Et du coup, voilà, j'invite aussi nos auditeurs et nos auditrices à juste aller voir, aller dans les apps, regarder. Non, ce ne sont pas de dangereux extrémismes comme on pourrait l'entendre et le croire. Ce sont des personnes. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui était prof la moitié de l'année et l'autre partie de l'année, pendant les vacances, il était en ZAP, quoi. D'accord. Donc c'est juste hyper intéressant de juste constater ça sur le terrain. Et ça, moi, ça a été un des moments les plus forts du relais pour moi. Et d'ailleurs, j'en profite parce que du coup, ça fait 1 jour, je crois, ou 2 jours que la ZAP de Pertuis est démantelée. Voilà. Oh là là, c'est trop triste. Ouais, c'est assez triste en vrai. Ah ouais. Voilà.
c'est la réalité. De toute façon, c'est pas grave. Les ZAD, ça pousse comme des champignons. C'est-à-dire qu'ils le savent. Enfin, t'en démantèles une, il y en a 3 qui poussent à côté. D'accord. Il n'y aura pas de souci. C'est toujours pareil. C'est la résistance. On sera toujours là. Ouais, bien sûr. C'est juste délocaliser un peu plus loin, Voilà, mais autour des exactement. mêmes causes. Ouais. Tout à fait. Tout à l'heure, tu disais les liens sont toujours les mêmes. On s'est rendu compte des mêmes liens, des mêmes forces en fait qui peut-être qui sous-tendent comme ça toute notre société, le système. C'est quoi ces liens, ces éléments qui se créent, qui s'unissent pour créer un monde capitaliste, libéral? Ouais, qu'est-ce que vous avez perçu et rencontré? Ce qu'on a perçu, je pense que c'est qu'en fait, je pense que c'est aussi la détresse sociale. Nous, c'est vrai qu'on était plutôt des personnes issues d'associations dans les milieux militants climat, comme je te disais, pas moi, mais plutôt des gens du relais. Donc, on avait quand même si, donc voilà, on avait conscience que c'était potentiellement une triple crise, on l'avait pas vraiment vu sur le terrain. Oui. Et du coup, et du coup, là, on s'est vraiment rendu compte, voilà, typiquement à Fos-sur-Mer, ils ont construit des usines qui polluent énormément, ce qui fait que là, dans cette zone-là, le taux de cancer est 2 à 3 fois supérieur à la moyenne nationale. En l'occurrence, c'est dans des zones avec des milieux plutôt précaires, voilà. Donc voilà, on n'est pas venu mettre des usines au centre-ville de Marseille. On est vraiment venu mettre nos usines dans les endroits où les gens étaient déjà dans une précarité. Et, et en fait, il y a vraiment un déni démocratique, c'est-à-dire que de toute façon, enfin là, ces collectifs de citoyens qui se montent, notamment à Fos, bah voilà, ils avaient envoyé un courrier en disant, bah voilà, parce qu'il y a un nouvel incinérateur qui va être encore une fois un projet d'incinérateur qui, encore une fois, va être implanté. Ah bah tiens, bah à l'endroit où il y a toutes les usines. De toute façon, c'est déjà tellement pollué qu'un bout soit un peu moins, c'est pas grave. Donc voilà, donc bien sûr, ils mettent le projet là-bas, sauf que du coup, bah voilà, les citoyens se révoltent en mode bah c'est pas possible. Et puis le préfet leur dit mais en fait vous le saviez bien, enfin quand vous aviez décidé d'habiter là, vous le saviez bien que vous allez risquer, enfin voilà, qu'il y avait des usines. Donc en fait c'est un truc où il y a énormément de chantage à l'emploi dans ces zones-là, pareil, hein, parce que pareil, nous on a rencontré du coup à Fos des ouvriers qui bossent chez Total, qui bossent chez ArcelorMittal ou des choses comme ça, et il y a un vrai chantage à l'emploi autour de ça. Et c'est des ouvriers qui tombent malades, mais qui voilà sont tenus par ce truc d'emploi. Et pareil dans d'autres zones, dans les élevages intensifs par exemple, pareil, on a beaucoup rencontré d'agriculteurs et on a vu une vraie détresse du milieu agricole qui est un fait. Et on se rend compte que pareil, dans les élevages intensifs, c'est toujours de la rentabilité, c'est toujours plus de production pour rembourser des prêts qui sont absolument terrifiants. Donc en fait, pareil, c'est les banques qui tiennent ces gens-là par des emprunts faramineux et qui les poussent du coup à rester dans un modèle de production hyper intensif, hyper nocif pour eux, pour leur santé, parce qu'il faut voir les conditions dans lesquelles on enferme les bêtes. C'est bien le problème qui s'est passé à l'Escout, c'est que du coup, au-delà d'être une aberration éthique d'un élevage intensif, il y a des espèces de ventilateurs, je sais pas quoi, qui sont installés dans les entrepôts, tu sais, pour renouveler l'air, mais du coup qui expulsent l'air vers l'extérieur et donc vers les écoles et choses comme ça, ce qui font que les enfants ont des maux de tête terribles et que les gens sont obligés de bouger leurs enfants d'école, enfin, tu vois, et c'est toujours ce truc de et en fait, on se rend compte que les institutions ne sont pas au service, ne répondent pas présents, ne sont pas au service du citoyen, mais bien des industriels. Et là, il y a un vrai problème, quoi. Et on est sur un vrai déni démocratique. Et en fait, ces gens-là ont l'impression d'être genre tout seuls. Et donc ça, voilà, c'est comme je t'ai dit, à l'Escout, c'était la ferme-usine, à Fos-sur-Mer, c'était les industries, à Rouen, c'est la pollution avec l'incident de Lubrizol, où en fait, on cache la réalité, on dit ah oui, il y a une explosion, mais non, c'est pas ce que c'est, mais non, mais il y a très peu il y a très peu d'études qui sont faites aussi, c'est pour ça que à Fos-sur-Mer, il y a le premier institut éco-citoyen qui s'est monté, institut éco-citoyen qui est
avec des scientifiques en fait à l'intérieur qui sont chargés de faire des études pour un peu non pas au service des industriels qui eux font leurs études quand ça les arrange, manipulent les chiffres et mentent, mais bien au service donc de la population pour donner donc des vraies preuves tangibles pour ensuite pouvoir venir auprès des institutions en leur disant là croyez-nous, en fait vous êtes obligés de nous croire parce qu'on a fait des études scientifiques qui prouvent que oui là il y a un problème quoi. Mais bon, tu te rends compte de ce qu'il faut faire pour juste être entendu quoi. Parce que il y a du lobby, il y a il y a de toute façon les mêmes mécanismes au pouvoir, des gros industriels, des grosses institutions qui, avec pas mal de conflits d'intérêts, tu peux en fait avoir la sensation qu'en fait tu perds espoir. Tu peux te dire face à tout ça, mais en fait, ce que je te disais aussi, c'est que la lutte locale, ça a quelque chose aussi d'assez chouette dans le sens qu'on peut avoir des victoires. C'est possible de gagner. D'accord. C'est possible de gagner parce qu'on est sur quelque chose d'extrêmement précis, d'extrêmement local, où on peut fédérer autour de nous plein de gens issus d'un tissu très varié, tu vois, des jeunes, des plus vieux, de classes populaires comme de classes plus bourgeoises. Enfin, vraiment, c'est parce que là, on parle de la santé. On a compris aussi que la santé, c'était... nous, on nous dit que la priorité, c'est le pouvoir d'achat. Non, je pense que pour tout le monde, la priorité, c'est la santé. La santé, sa santé, la santé de ses enfants. Et qu'en fait, les gens ont le droit de savoir. C'est vraiment l'idée. Et c'est vrai que ce prisme de la santé rassemble beaucoup. Et il y a des victoires possibles et à l'inverse où parfois quand on s'engage sur des causes qui sont énormes, genre la préservation des océans, parfois on peut avoir l'impression juste de pédaler parce qu'en fait il y a rien de tangible, t'as pas de victoire et puis il y a juste des problèmes qui s'accumulent et en fait tu te dis en fait à quoi bon, alors que sur des choses très précises on peut avoir un vrai impact. Oui, mais je pense que là tu soulignes une chose importante de vraiment revenir à la terre dont tu parlais tout à l'heure, vraiment voir à quelle échelle on veut s'engager autour de sujets qui nous concernent tous et peut-être que la santé ça parle plus que l'écologie, la biodiversité, le réchauffement climatique parce que ça entraîne des conséquences directes sur nous en tant qu'humains et après sur notre milieu donc ça peut être un levier pour toucher en fait ceux qui sont réfractaires en leur disant que c'est nos vies qui sont en jeu et en fait constituer cette troisième force dont tu parlais tout à l'heure qui va à l'encontre des intérêts financiers, des intérêts politiques parce que c'est de vie humaine et puis du vivant dont il s'agit. Ouais, tout à fait et puis c'est aussi pour alors nous on est un petit peu sensibilisés voire on est mobilisés donc on connaît un petit peu ces sujets, mais pour certains, l'écologie, c'est vraiment la Chine qui pollue à l'autre bout du monde, quoi. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, l'écologie, les problématiques écologiques, problématiques de justice sociale, elles sont déjà présentes sur notre territoire. On va être la première génération à vraiment subir les effets concrets, en France en tout cas, du réchauffement climatique. Je veux dire, c'est maintenant. Et la santé, comme tu le disais, c'est tangible. C'est aujourd'hui que les gens tombent malades. Il y a un taux de cancer qui explose dû à ce qu'on respire, dû à ce qu'on mange, dû à ce qu'on se met sur le visage. C'est réel. Juste que les gens n'ont pas forcément fait le lien, mais nous, on va leur montrer et on va les emmener avec nous. Et il n'y a pas de souci. Et c'est là. Après, de manière très concrète, inondation, canicule, coronavirus, tout ça, en fait, on est sur des problématiques qui sont dues à des problématiques écologiques. Et tout ça, en fait, il faut juste prendre le temps de discuter aussi et de ne plus rester dans un truc où je ne parle pas avec une personne qui ne partagerait pas mon avis, mais vraiment de continuer dans un processus où on s'écoute, on s'entend, on se comprend, et pour constituer cette troisième force. Mais je pense qu'il faut expliquer. Aujourd'hui, c'est dans pouvoir en place et dans l'intérêt des grands industriels de nous laisser dans l'ignorance parce que forcément quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va agir et ça ils n'ont pas envie forcément parce que ça remettrait en cause tout le système dans lequel ils ont tout construit et ils ont surtout gagné un paquet de sous mais nous on est là et je pense que cet enjeu d'éducation, d'information il est primordial
primordial si on veut que les gens s'emparent de ces sujets et comprennent que, en effet, les problématiques, elles sont en bas de chez elles, quoi. En bas de leur maison. Ouais, merci Marion d'avoir rappelé ça. Je pense que c'est crucial pour comprendre l'époque dans laquelle on vit actuellement. Ça fait quelques années que ça a commencé. Avant qu'on se quitte, est-ce que tu pourrais répondre à la question signature du podcast, s'il te plaît? C'est celle de la définition pour toi d'une nouvelle conscience. Comment tu l'entends? Qu'est-ce que ça suscite quand tu entends ce nom? Alors, nouvelle conscience, pour moi, c'est tout ce que m'a apporté ce projet qui est le Relais Jeunes, c'est-à-dire avoir une conscience concrète des problématiques, donc au contact du terrain, comme je te disais, conscience qu'on est dans une triple crise, qu'elle est à la fois écologique, sociale et démocratique. Voilà. Donc d'un peu ouvrir, on est dans une crise qui est systémique et je pense que ça c'est ce que nous aura appris le relais. Et là, ce sont des grands mots, mais nous on l'a vécu sur le terrain, au plus proche des problématiques des gens, sur des luttes locales de manière très concrète. Que tout ça c'est en bas de chez nous. Comme je te disais, c'est pas la Chine qui pollue à l'autre bout du monde. On est vraiment sur des problématiques qui sont en France. Les personnes tombent malades. On a des écosystèmes qui s'effondrent. Et voilà, avoir conscience de ça pour pouvoir passer à l'action. Et que ce passage à l'action, il peut être très joyeux. Je sais que tout ça c'est très angoissant. Mais en fait, nous, la jeunesse, on invente des nouvelles formes de se mobiliser, des nouvelles formes de mise en commun d'informations. On se met en mouvement autour de projets ensemble et de passer à l'action. Ça apaise aussi cette éco-anxiété qui peut nous ronger à certaines échelles. Voilà, il faut pas hésiter. Il y a plein de formes d'engagement. Il y a énormément de sujets et voilà, faut y aller petit à petit et surtout embarquer sa famille et ses amis avec soi, parce qu'en fait, ensemble, on est une force immense, on est cette troisième vague, cette troisième force, ce contre-pouvoir. Et voilà, c'est avoir conscience de ça, conscience de notre pouvoir en tant que citoyen et citoyenne, en tant que jeune dans le monde de demain, qui est plein d'angoisse, mais qui est aussi plein de renouveau et que ça va être top. Voilà. Super, ça donne vraiment envie de vous rejoindre. Là, c'est, tu sais comment motiver les troupes. On sent les 3 mois derrière toi de team building. Merci beaucoup, Marion. Merci à toi. Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcasts. Ça se fait en un clic, ça prend 2 minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram @NouvelleConsciencePodcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'1 an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine.